Commençons donc à dévider lentement, sûrement et joliment le fil de cette histoire de l'aviation comme vous ne pourrez l'avoir raconté nulle part ailleurs sur aucun autre aérodrome du monde. Monsieur Caudron avait lui-même la Première Guerre mondiale approchée et il avait, avec ses ingénieurs, il avait pensé l'avion d'une architecture, elle également très classique au niveau de la disposition des éléments constitutifs de l'avion, le moteur, le fuselage avec sa charge utile, c'est-à-dire un être humain, les ailes placées au bon endroit avec le centre de gravité, le centre de poussée situé là où il faut selon les lois de la physique appliquée, et puis des empennages à l'arrière. Et donc ce biplan, ce grand biplan allait devenir célébrissime autour de la Première Guerre. Louis Blériot tenait boutique sur l'avenue de la gendarmerie où il fabriquait des éclairages pour automobiles de l'époque, c'est-à-dire en fait des lampes à acétylène qu'on accrochait à l'avant des voitures. Et à l'époque, l'Aéroclub de France était un club à la Jules Verne où les gens se retrouvaient le soir dans les boiseries et sur les cuirs pour boire des bons coups, des canons excellents et parler d'avenir et rêver éveillé. Et parmi les filles qui ont fait quelque chose d'extraordinaire en aviation, il y avait Adrienne Bolland, qui devait peser 42 kg toute mouillée et qui aux commandes d'un avion comme celui-là. Adrienne, toute seule dans le fuselage de cet engin, s'était retrouvée à skier de 300 400 mètres d'altitude, secouée sur un circuit. Et à un certain moment, passant de l'autre côté, elle avait vu devant elle la plaine de Santiago qui descendait vers l'océan Pacifique. Et là, d'un seul coup, tout s'était calmé et elle avait réussi un dévol déçu. Couturier, l'âge des pionniers, l'avait fait passer à l'âge quasiment industriel. Ça n'avait pas banalisé. Aventurier, l'avion était devenu une machine utilisable et réutilisable. Ce qui vient de vous présenter le Rafale. Donc au décollage, maintenant, une évocation, c'est un truc qu'on fait systématiquement. Le Fokker triplan, un avion dessiné par un ingénieur hollandais, Anthony Fokker, et un avion qui, évidemment, portait déjà les emblèmes et les insignes de la nation allemande en matière d'aviation, alors que les Français, les Anglais ont toujours utilisé comme insigne de nationalité la cocarde, c'est-à-dire des cercles concentriques de couleurs rappelant les drapeaux nationaux. Les Allemands, eux, ont toujours utilisé la croix noire, sous plusieurs esthétiques, on va dire. Donc, du côté allemand, il y avait des avions semblables à celui-là, à ce Fokker triplan. Par exemple, un des plus grands aviateurs, sinon le plus grand, avait été surnommé le Baron Rouge. Il était effectivement fils de famille et il avait le titre de comte. C'était le jeune Manfred von Richthofen. Manfred est donc devenu le Baron Rouge et son frère Lothar von Richthofen, vous parlez d'un nom. Lothar von Richthofen était également un pilote de chasse de réputation mondiale. En phase 2, chez les Français, eh bien, il y avait des gens comme Georges Gilmer. Il y a d'ailleurs un excellent bouquin sur Gilmer qui a été fait récemment par Philippe Mitschke. Et Georges Gilmer, qui est un jeune homme de bonne famille, mais tellement chétif et malingre que les médecins, il y avait déjà des médecins qui s'occupaient d'aviation à l'époque, les médecins lui avaient dit « Mais jeune homme, vous n'avez pas la constitution physique vous permettant d'être pilote ». Et donc au début, on l'avait refusé comme élève pilote. Et à force de persévérance et surtout avec une capacité de nuisance qui résumait bien le personnage et sa volonté,
Georges Guilbert avait fini par être accepté et tout chétif qu'il était, il était devenu un redoutable tueur dans le ciel, avec une devise qu'il s'était façonnée pour lui-même. Cette devise, c'était faire face. Et cette devise est tellement claire, pure et significative qu'elle est devenue la devise officielle de l'armée de l'air française. Aujourd'hui, le saint patron, si on peut dire, de l'armée de l'air est donc Georges Guilbert. Ce SPAD 13 était donc le chasseur le plus fabuleux engagé du côté allié. Une trajectoire rectiligne, ça a aidé à garder l'axe. Fonck va dépasser le score de 70 victoires pendant la Première Guerre mondiale, tout homologué bien sûr, sans jamais recevoir un seul impact dans son avion. Voulu acquérir notre indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, vis-à-vis des gens. Que c'est joli ça. Wow, classe. Quelques milliers donc de soldats français qui étaient venus aider les Américains. En souvenir de Lafayette, cette escadrille, l'insigne du Lafayette qui est devenu célébrissime à travers le monde entier et qui est le profil de tête de Sioux avec une tête de Sioux emplumée de la coiffure légendaire des guerriers indiens. En fait, c'était pas un Sioux, on l'appelle la tête de Sioux. La Première Guerre mondiale et la décennie qui suivit la Première Guerre mondiale. À l'époque, on pratiquait beaucoup le biplan. Pourquoi? Parce que c'est une astuce de faire des avions à 2 ailes ou à 4 ailes, plus exactement. 2 ailes au-dessus et 2 ailes au-dessous. Les biplans ont finalement comme justification le fait de multiplier dans le même encombrement général de l'avion, bien sûr, et ben vous multipliez la surface portante par 2. Comme à l'époque les moteurs étaient relativement lourds, à l'époque, c'était l'un des premiers aérodromes dans l'histoire du monde, celui d'Issy-les-Moulineaux. Et à Issy-les-Moulineaux, il y avait donc des avions, mais elle était turbulée, secouée, chahutée, mais elle était passée simplement parce qu'il y a des gens qui lui avaient donné quelques bons crédits. Ça s'appelle un Bucher Youngman, jeune homme. Bucher, Karl Clemens Bucher, était un constructeur d'avions allemands, spécialisé dans les avions relativement légers, les avions héliportés, par exemple. Le train est suspendu par des systèmes de sando et l'avion n'a pas de relève de queue à l'arrière. C'est une structure où les efforts sont formidablement bien répartis à travers l'ensemble de l'architecture de l'avion. Et pour vous donner une idée, on était déjà capable de donner aux machines volantes cette caractéristique fondamentale qui est double. Il faut que ça soit solide. Les bâtisses dans cet avion, on le devine au comportement de l'avion. On voit que c'est un avion qui réagit à la moindre micro-turbulence, on va dire. C'est un avion vif, vivace, doté de commandes de vol extrêmement précises, extrêmement fines. Et à nous, on travaille pour assembler un réel réduit, donne des tours, et les équipiers font tout ce qu'ils peuvent pour revenir en place avant la semaine.
Les avions pour la démonstration sont basés à Étang. L'aviateur continue à compter des fois dans des unités étranges pour le commun des mortels. Les aviateurs comptent comme les marins en mille nautiques, et un mille nautique n'est pas une distance, mais une distance parcourue en un certain temps. Donc un nautique, c'est 1850 km. Parcouru en une merci à toi. En une heure, contrairement au pays terrestre qui lui est de 1609 mètres. Et 1609 mètres en valeur. On va changer d'époque maintenant, encore connaît toujours un peu, on va reconnecter avec ce que je disais tout à l'heure sur les blancs, sur les Becker par exemple des années 30. On va changer de continent, on va cap à l'ouest traverser l'Atlantique et se retrouver aux États-Unis dans les années 1900. Et donc ce planeur, Zéphyr qu'on retrouvera tout à l'heure, est en train de prendre l'altitude alors que décolle devant nous l'aviation américaine des années 30. Mais c'est quand même le moteur, c'est le cœur d'un avion, et si l'avion a un moteur à la fois fiable et de bonne qualité, l'avion sera bon. Ça a l'air d'une La Palissade et pourtant c'est pas si ça. Vous savez que l'Amérique c'est grand, c'est un continent. Et donc l'idée était d'avoir des avions qui, volant à 200-210 km/h, permettaient à un professionnel, par exemple, de travailler le matin dans une ville du Kansas et dans l'après-midi, à l'heure du déjeuner, il partait avec ses sandwichs et sa bouteille thermos. Il volait une heure, en une heure il faisait 200 km et ça lui permettait d'aller travailler l'après-midi dans une autre ville voisine de 200 km. Le Waco Tail Wing était une version avion de sport avec deux cockpits torpédos, des cockpits décapotables. À l'avant, il y avait deux places côte à côte pour deux passagers. Et à l'arrière, l'avion est celui qui est le plus loin de nous, le tout rouge. Il est piloté par Pierre Duval. Et donc, à l'arrière, un cockpit monoplace avec un pilote devant. Et enfin, celui qui mène la formation, qui est à l'avant, est un traveler. Il va être tributaire d'un aérodrome, on va dire, à l'anglaise, d'un véritable terrain de golf, manucuré et capable de recevoir ces engins a priori fragiles que sont les avions. Donc c'était des avions avec des grandes roues, c'était des avions avec des moteurs en étoile. L'esprit aéronautique américain, c'est l'aviation des paysans. L'aviation américaine, c'est ça. C'est une aviation simple. Ce quelqu'un semble pas être celui qui était destiné à être dedans pour faire le vol. Il doit savoir piloter, mais pour l'instant, il n'arrive pas à larguer le câble. Et le Laird, posé par Bruno Ducreux de Dijon. Il a trouvé la manette, semble-t-il. En plus, le cœur, je me suis dit. C'est génial, hein. Il y a pas de moteur, il faut essayer de voir. Allez, il n'y a pas de moteur de se mettre en place. Et qui va nous amener, on est dans les années 30 encore, on l'a vu il y a un instant, les années 30 en Amérique, un peu au nord de chez nous, en Angleterre. Voici donc les œuvres de Maître Geoffrey de Havilland. Une partie de la famille de Havilland est partie s'établir en Angleterre et n'a rien changé à son nom. Les de Havilland sont devenus planétairement célèbres à travers une série d'avions qui portaient des noms d'insectes, pour une simple raison, c'est que de Havilland lui-même était un passionné d'entomologie sur les insectes. Il a écrit de véritables bibles en la matière, il dessinait des insectes. Et donc voici deux des esthétiques qui n'est pas terrible, mais un avion qui veut faire meilleur. Le premier est donc un dragon en anglais. Voici donc Sa Majesté la Libellule. Avion unique au monde, il n'y a pas un nom d'insecte. Les Canadiens de chez de Havilland avaient décidé qu'ils allaient se différencier de la maison mère
Et le Qigong, c'est le nom en dialecte indien de la région du nord des Grands Lacs de l'Égypte. Une fois que le bestiau vole, ça devient de l'art. C'est un peu un boulot d'organiste. Un autre avion de cette époque, des années 30, le Lockheed Electra et derrière lui le Beech 18. Deux avions qui se ressemblent, c'est tous les deux des petits bimoteurs bidérives, mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre au niveau de petits avions de ligne uniques et qui appartiennent eux aussi à cette grande époque de l'aviation américaine des années 30. The train is gone and out of sight. L'Electra, tel que vous le voyez, d'abord c'est pour l'instant le seul qui vole en France, chef-d'œuvre de l'art aéronautique, le musée de l'art moderne de Chicago en a même gardé un, en considérant que c'était un des 10 plus beaux objets industriels jamais produits dans le XXe siècle. Celui-là est piloté par Baptiste Salis, petit-fils de Jean-Baptiste, fils de Jean, basé ici. Et cet avion est arrivé ici et Baptiste Salis, on va d'ailleurs changer son nom désormais, on va l'appeler Baptiste Lindbergh. Traverser l'Atlantique un peu à épisode, ils y sont arrivés, il fallait le faire. Ils l'ont fait. Voici donc l'équipage des Lindbergh. Et pour avoir moi-même volé quelques centaines d'heures, bien longtemps à Djibouti à bord d'un Beech 18 qui était comme celui-là, sauf qu'il brillait beaucoup moins, et ben je peux vous dire que c'est un avion. Nous allons tourner ce film, voulez-vous jouer dans ce film? Et ben on a dit oui. Écoutez ça. Et donc on est parti avec ce bel avion et en l'espace de 9 semaines, on a fait 165 heures de vol, on est descendu jusqu'au bout de l'Afrique. On a tourné pendant 65 heures pour le film et puis un film avec Hilary Swank, 2 Oscars, qui a donc joué le rôle du mari d'Amelia Earhart dans ce film. Et donc on va maintenant accompagner ces deux silhouettes caractéristiques d'une de nos vedettes du jour. The train blows. The train is gone and out of sight. Avec moi, Frédéric Beniada, qui a écrit un bouquin sur le 747. Frédéric, cet avion-là, c'est un géant. Un géant, c'est l'avion qui a démocratisé le transport aérien moderne, qui a révolutionné l'œuvre de deux visionnaires dans les années 60. Mais là-haut, c'est un Boeing et en bas au décollage, c'est aussi des Boeing. Des Stearman, ce sont des Boeing. Équipés de moteurs 450 chevaux, un peu plus puissants que les moteurs d'origine, de façon à pouvoir remorquer un peu de traînée supplémentaire. Et donc ce numéro que Breitling sponsorise depuis des années maintenant, ce numéro s'inspire très très fort de ce qui se passait durant les années 20 et 30. En particulier aux États-Unis, dans la période un peu difficile que fut celle de la Grande Dépression. C'était une époque où
avec les avions, on avait monté quasiment un équivalent de jeu du cirque. Et tous les dimanches, la belle saison, sur les terrains du sud-ouest, on voulait des gens qui faisaient ce genre de choses. Sauf que de nos jours, sécurité oblige. Les filles, eh ben, elles sont en combinaison de ski d'ailleurs, parce que ça coupe bien le courant d'air, et c'est elles qui font de la gymnastique sur les ailes supérieures. Les aviateurs seraient-ils un peu machistes? Bon. En tout cas, toujours est-il que c'est une tradition qui date des années 20 et 30, des meetings aériens de l'époque. Évidemment, on essayait de ne pas trop secouer l'avion pour ne pas le perdre en route. Il y en a eu quelques-uns qui ont été perdus. Et si on faisait une espèce de référendum, là, tout de suite, parmi les pilotes qui volent dans ce meeting et qu'on leur disait qui est d'accord pour monter sur l'aile supérieure du Stearman à la place des filles, ben, il n'y aurait pas tellement de candidats, parce qu'un pilote normal, c'est quelqu'un qui a plutôt envie de rester assis sur son siège pendant que l'avion vole, et pas nécessairement de faire de la gymnastique dans 150 à 180 km/h de courant d'air. Vous le sentez bien, votre avion gigote. Ça n'a pas l'air vu comme ça, mais ça ballotte quand même beaucoup sur l'aile supérieure. Et maintenant, en ce qui concerne le pilotage des avions, voilà. Parce que mine de rien, même si la fille sur l'aile est parfaitement carénée et profilée, ce sont des jolies filles, elles ont, disons, une conformation très aérodynamique, mais elles sont en plus en combinaison qui glisse dans le courant d'air, puisque c'est des combinaisons de ski de descente. Mais mine de rien, ça constitue, la fille sur l'aile supérieure, constitue un imposant aérofrein, et pour le pilote qui est dessous, ben, ça veut dire que ça freine sur l'aile supérieure, et puis elles ont escaladé avec les mains, elles sont escaladées jusqu'à l'aile supérieure de l'avion. Vous les voyez là se tenant d'une main, tenez, regardez-les là maintenant, une main pour la sécurité. Là, elles sont assises sur l'avant de l'aile de l'avion, sur le bord d'attaque, et maintenant tout doucement, eh ben, elles vont se laisser glisser en se tenant au banc qui tiennent l'aile supérieure. Elles vont se laisser glisser sans sécurité, sans harnais de sécurité, jusqu'à la place avant de l'avion. Arrivent maintenant des machines volantes qui portent des couleurs qui sont connues, surtout lorsque l'été survient et lorsque s'embrasent quelques centaines, dizaines d'hectares dans les massifs des Morts, de l'Estérel, en Corse, dans le sud, là où c'est sec, où ça ne demande qu'à cramer. Voici des gens qu'un certain nombre de sondages ont désignés comme faisant partie des professions les plus respectées et les plus respectables chez nous. Et oui, en tête de liste des professionnels les plus respectés